fil rouge avec l'affaire DSK, et c'est un polar qui se passe entre New York et Marseille, parce que la meilleure façon de faire le portrait d'une ville, c'est un portrait croisé. Et il se trouve que la ville la plus antagoniste de Marseille, c'est New York. Il n'y a rien qui ressemble moins à New York que Marseille, et réciproquement l'inverse, comme on dit. Donc en fait, notre Marseillais arrive à New York. Vous savez, quand on voyage, on ne peut pas s'empêcher de comparer. Eh bien, en découvrant New York, ça le renvoie sans arrêt à Marseille, et ça me permet à travers le livre de dresser un portrait de Marseille, qui est le vrai sujet du livre. Et vous disiez aussi que dans le livre, le vrai sujet était aussi la langue française, parce que voilà, aussi. Vous donnez une petite leçon au lecteur dès le titre en écrivant autant pour moi, AU, plus loin, TEMPS. Le titre annonce la couleur. Voilà, qui est un vieux débat de savoir comment il faut l'écrire. En quoi la langue française intervient dans le... Alors, sans vouloir déflorer l'histoire, en fait. Alors comment là, on la retrouve, voilà, en fait. Marseille est un des personnages du roman. La ville est vraiment un personnage. Et puis les autres personnages, bien sûr, évidemment, il y a un tueur, et il se trouve que c'est un tueur à l'orthographe. Voilà. Il y a des rituels meurtriers qui tournent autour de l'orthographe, et donc les enquêteurs sont obligés de se pencher sur l'esprit de la langue. Alors c'est pour résoudre l'enquête. Alors c'est un vrai débat, l'esprit de la langue, c'est-à-dire l'idée que les langues aient un esprit, que peut-être quand on entend sonner de l'allemand ou de l'italien ou de l'anglais, bon, ça sonne pas du tout pareil, et peut-être que les gens ne sont pas les mêmes aussi. Il y a peut-être un esprit de la langue, et qu'il y a certainement un esprit du français. Ce que sont les Français, ils le doivent certainement à l'esprit de leur langue. Voilà. Je pense que les Français sont très français parce que le français s'y prête, qui est une langue très nuancée, très... Enfin, voilà. Je n'ai pas envie de faire le débat sur l'esprit de la langue, mais c'est aussi l'objet du livre. Et le débat sur Marseille, est-ce que vous partagez ce que dit François Thomazeau sur cette ville adolescente? Je le partage, mais je vais le compléter. Effectivement, il manque une mer à cette ville, et il se trouve simplement que cette ville est très très mal gouvernée depuis toujours, et par des gens qui ne l'aiment pas. Simplement, il se trouve qu'à Marseille, la noblesse est commerçante. C'est une ville qui a toujours été une ville de négoce, et d'ailleurs, ce sont les commerçants qui ont toujours régné. La noblesse est vraiment commerçante. Et quand on a compris ça, on a tout compris. Les seules vieilles familles de Marseille sont des familles commerçantes. Le reste, c'est une population immigrante avec des flux successifs. Ça peut être les Italiens, puis après les Indochinois, puis après les Arabes. Et cette ville, elle est mal aimée parce que c'est une ville d'affaires où on fait du business, et un peu en dehors des règles, parce que c'est une ville qui n'est pas tout à fait française, c'est une ville qui est simplement singulière, que moi je vois même dans son histoire comme un ennemi de l'Europe. Et d'ailleurs, je reviens sur votre boutade qui me paraît très très juste. Vous avez attaqué en disant on va aller très loin à Marseille. Eh bien oui, on est à 30 minutes de voiture, mais on est très loin. Lorsqu'on est à Fuveau, on est très loin de Marseille. Il y a d'ailleurs beaucoup plus de distance entre Marseille et Aix qu'entre Marseille, Tunis ou Alger, qui sont un peu des villes équivalentes par rapport à ce qu'elles représentent géopolitiquement. Marseille, c'est une ville à part, c'est une ville qui a eu du mal à être française. Je rappelle que par exemple, de chaque côté du Vieux-Port, il y a le Fort Saint-Jean et le Fort Saint-Nicolas. Ce sont des forts qui donnent l'illusion de protéger Marseille. Mais Marseille, pour se protéger, n'avait besoin que d'une chaîne qu'on tendait entre ces deux rives. Non, les forts Saint-Jean et Saint-Nicolas ont été construits par Louis XIV et dressés, les canons étaient en direction des Marseillais, parce que la ville était en état permanent, quasiment insurrectionnel permanent. La noblesse commerçante ne voulait pas payer ce qu'elle devait au roi, etc., etc. C'est une ville qui est toujours contre, qui a toujours été contre l'État, qui a toujours été un peu à l'écart de la France, beaucoup plus tournée vers la Méditerranée, et très très mal gouvernée par des gens qui ne l'aiment pas. Et alors, j'en parle d'ailleurs dans Temps pour moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'épisode de la peste de 1720. Qu'est-ce que c'est que la peste de 1720? Le génocide marseillais, il y a quand même la moitié de la population qui y passera. Eh bien, c'est le premier échevin de Marseille, c'est-à-dire le maire de l'époque, qui magouille, qui sait qu'il a la peste sur un bateau et qui va quand même faire rentrer le grand Saint-Antoine à Marseille. Ça veut dire que, voilà, ça veut dire, j'ai pas envie de dire que mais quelque part, oui, c'est une très bonne image. Il n'y a qu'à Marseille qu'on peut voir ça. Eh bien, ce gars-là, qui s'appelle Estelle,
qui a quand même génocidé la moitié de la population de sa ville, il a encore une rue à Marseille. C'est la rue Estelle, voilà. Mais parce qu'il s'est bien rattrapé après, hein. Il faut dire, pour avoir l'histoire complète, ce qui montre bien le paradoxe marseillais, c'est que c'est lui qui a fait rentrer le bateau avec les étoffes qui contenaient les puces pestiférées, mais ensuite il a vraiment une conduite héroïque quand il s'est rendu compte de la bêtise qu'il avait fait, et il a été de ceux qui ont vraiment, pendant la peste même, s'est battu pour sauver des vies au péril de sa propre vie, et donc il a fait une sorte de rédemption immédiate, mais bon, c'est vrai qu'au départ, il avait quand même fauté, voilà. Il ne faut pas toujours trouver les mauvais côtés, il y a aussi des bons côtés à Marseille. Je pense que pour trancher ce débat, on pourrait demander son avis à Saucisse, que j'ai oublié de présenter tout à l'heure. Mes excuses. Donc Saucisse, ce chien célèbre qui tient une chronique hebdomadaire dans Direct Matin Marseille, c'est ça? Voilà, et il a essayé lui aussi de se présenter aux élections municipales à Marseille, mais il n'a fait que 4%. S'il avait été élu, tout serait mieux aujourd'hui, c'est sûr. Alors, Serge Scotto, vous êtes aussi l'auteur de la préface du petit livre d'Alfred Moreau qui s'appelle Ma grand-mère disait. Donc, Alfred Moreau, je pense qu'on peut dire que vous êtes un Marseillais dans l'âme, mais néanmoins, votre grand-mère vient de Sicile, donc ce sont des dictons qui viennent de Sicile en fait. Oui, non seulement ma grand-mère, mais toute la famille vient de Sicile. Toute la famille, mais... Voilà. Nous sommes des Siciliens marseillisés depuis 50 ans. Alors bien sûr, je suis aussi Marseillais que les autres Marseillais, et je ne pense pas l'être moins parce que de trouver un Marseillais qui soit Marseillais depuis 3 générations, ça sera très difficile. Donc dans ce cas-là, je revendique aussi la marseillitude. Bien sûr, moi je disais juste que vous introduisiez en disant que c'était votre grand-mère, elle-même sicilienne, qui vous racontait toutes ces anecdotes que vous mettez là-dedans, donc c'est parti d'un jeu en fait à l'origine, c'est ça, vous disiez sans cesse à vos amis, ma grand-mère disait, un jour ils vous ont poussé à en faire un livre, c'est ça, non? C'est parti d'un jeu que mes amis ont fait, parce que moi je commençais presque toutes mes phrases en disant ma grand-mère disait ceci, ma grand-mère disait cela, parce que j'avais une grand-mère qui commençait toutes ses phrases par des aphorismes, des dictons, des proverbes, parce que peut-être qu'elle est née en Sicile, elle était sicilienne, élevée en Sicile, et qu'en Sicile on parle peu. Et lorsqu'on parle, il faut dire les mots justes. Et que dans les aphorismes, finalement, en 3 mots, 4 mots, on a dit beaucoup de choses. Alors c'est ce qui, à mon avis, fait qu'elle commençait ses phrases, et souvent elle les finissait par des aphorismes. Alors moi aussi, quand je commençais, je disais, par exemple, ma grand-mère disait ceci. Et mes amis, qui n'avaient pas l'habitude d'entendre ma grand-mère dire, se moquaient un petit peu de moi. Et c'est devenu un jeu. Ça m'a même donné une pièce en partie, enfin du moins on a pris ça dans une pièce. Et puis moi je m'amusais de temps en temps sur Facebook de mettre un des aphorismes de ma grand-mère. Et ma surprise était grande quand je me suis rendu compte que les retours, les j'aime, les commentaires étaient fabuleux, étaient énormes. Jusqu'à ceux qu'on me dit, mais pourquoi si on ne fait pas un livre? Et comme des petites idées naissent les grandes choses, est né ce plus petit grand livre de France. Et donc ce sont les aphorismes qu'on retrouve dedans, qui sont pour certains très moraux, pour d'autres très drôles, viennent tous de la bouche de votre grand-mère, ou vous en avez inventé les 3/4, ou vous les avez volés à d'autres personnes? Non, les 3/4 viennent de ma grand-mère, un petit quart vient de moi, et un autre centième vient du bon sens populaire. Mais je peux affirmer que les 3/4 viennent de ma grand-mère. Alors ceux qui sont personnels, on les reconnaîtra, viennent de moi. Alors quand vous dites que ce sont des aphorismes moraux, bien sûr, mais M-A-U-R-O. Voilà, vous confirmez, Serge Scotto, qu'ils viennent tous de sa grand-mère, vous qui êtes le préfacier? Oui, et je confirme surtout que au début on se moquait un peu de lui, quoi. Et c'est vrai qu'il avait ce tic de toujours dire ses phrases, mais qu'en même temps, ça clouait le bec à tout le monde, parce que c'est toujours empreint de bon sens populaire, et voilà, quoi. Donc, un bon dessin vaut mieux qu'un long discours, on dit, et ça pourrait être un aphorisme de ta grand-mère. Et je crois que c'est ça la vertu d'un aphorisme, c'est que quand on parle, la parole est souvent confuse, et l'aphorisme, c'est ce que la préface en disant ça, l'aphorisme c'est ce qui, de l'écheveau de nos pensées, tire le fil pour en montrer la ligne claire, quoi. Oui, et, par exemple, elle disait, lorsque tu parles, il faut que ce que tu vas dire soit plus intéressant que ton silence. C'est important ça. Mais si les politiques en faisaient autant, qu'est-ce que ça serait bien? C'est des petites phrases toutes simples qui sont très parlantes. Je m'en souviens de quelques-uns de tête. À l'heure de la tempête, la moindre crique est un port. Voilà, pour la mère du cafard, son enfant est beau. Avec des petites phrases comme ça, on peut... une par jour, quoi.
on peut... enfin, il y a des réponses à tout. Alors, souvent, ces petites phrases, ça se trouvait sur les éphémérides, mais les éphémérides, ça se trouve moins. Alors, par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous dire des trucs tout bêtes. Pour que les choses se fassent, ferme la bouche et bouge les bras. Ben, c'est efficace quand même. Avec un vent favorable, tout le monde sait naviguer. L'honneur qu'on détruit en un instant ne se répare pas en 100 ans. Voilà, c'est simplement un concentré de sagesse populaire, je dirais. Et ben on en restera sur ces proverbes moraux, MAURO. Merci à tous les trois. Donc je rappelle, donc ma grand-mère disait de Alfred Moreau, préfacé par Serge Coteau, Autant pour moi de Serge Coteau, et Marseille, une biographie de François Thomazeau. Merci à tous les trois.